Music. Interview. Et on continue aujourd'hui de s'intéresser à Berlin, la techno et la chute du mur. Grande période de transition pour la capitale de l'Allemagne. On discute avec Guillaume Ollendorf qui vit à Berlin, qui est spécialisé dans la musique électronique, qui a surtout traduit ce livre Der Klang der Familie qui se consacre au sujet. C'est paru aux éditions Alia. On continue à discuter avec lui notamment de ce formidable chiffre d'affaires réalisé par Berlin en 2017 par exemple. Le chiffre sortait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires liés au tourisme qui entoure donc la techno et la musique à Berlin. On peut se demander à quel moment la capitale allemande a commencé à s'intéresser à ce marché. Pony Express. Ça fait un moment, le maire précédent de Berlin, Klaus Wowereit, avait sorti ce fameux slogan, là, Arm aber sexy, que la ville était pauvre mais qu'elle était sexy. Et c'était déjà une manière de... C'est vrai que c'est une ville pauvre au niveau de son budget. Il y avait beaucoup de chômeurs, il y en a de moins en moins, mais il y avait quand même 20% de chômeurs à cette époque-là, au début des années 2000, peut-être même un peu plus. Et c'était quand même une manière déjà de reconnaître que oui, c'était une ville qui loosait pas mal, mais il y avait la Love Parade, il y avait beaucoup d'argent qui était drainé par le clubbing et tout ça. Et puis ça s'est vraiment professionnalisé. L'arrivée de clubs comme le Berghain et tout ça, il y a toute cette culture que tout le monde connaît, les gens qui viennent passer des week-ends à Berlin. Il y avait un bouquin qui s'appelle Easy Jet Set là, qui parlait de tout ça. Et donc, ça fait quand même quelques années que j'entends ça. Moi, je suis arrivé en 2007 et déjà on le disait que c'était la deuxième industrie de la ville, le clubbing, juste derrière le tourisme. Mais en fait, la moitié du tourisme vient du clubbing. Donc, Berlin est devenu la troisième ville la plus visitée d'Europe, genre après Londres et Paris, mais avant Rome. C'est une histoire comme ça. Bref, c'est quand même devenu une énormité. Et je pense que les autorités ont toujours été assez tolérantes à Berlin, c'est quand même le moins qu'on puisse dire, et qu'elles ont quand même calculé avec, même si l'un après l'autre, tous les clubs se sont fait virer quand il y avait des grands projets immobiliers, mais ils ont quand même écouté, ils ont retrouvé des endroits pour même s'il y a des difficultés au début, je crois qu'il y a quand même une grande convergence entre les besoins des autorités et les besoins de toute cette industrie. Alors on a toujours l'image en fait que c'est vraiment une collaboration, une coopération entre le tourisme, l'État, le clubbing, mais est-ce que ça s'est fait aussi facilement que ça ? Non, je pense pas. À l'époque, ouais. Non. Alors à cette époque, pas du tout. Il y a eu un truc incroyable avec la chute du mur quand même, qui a aussi donné un élan. Beaucoup d'immeubles étaient abandonnés à l'est, souvent des immeubles industriels, mais aussi pas mal de gens ont quitté des appartements qu'ils estimaient à tort ou à raison misérables dans les quartiers du centre pour aller se mettre dans des grandes tours qu'ils estimaient plus modernes. Et du coup, tout le quartier de ce qu'on appelle Mitte, là, le vrai centre-ville de Berlin, s'est retrouvé plus ou moins abandonné au début des années 90. Et ça a ouvert énormément de place pour la techno, et tous les gens qui voulaient faire des fêtes finalement prenaient d'abord l'endroit, puis ensuite allaient voir l'autorité. Le bouquin le raconte très bien justement. Aller voir l'autorité qui s'occupait des restitutions de bâtiments, qui s'appelle la Treuhand. Et globalement, les gens de la Treuhand, comme personne ne réclamait rien, assez rapidement, ils leur laissaient, pour un loyer ridicule, voire pas de loyer du tout, ils leur laissaient les clés finalement. Donc il y a eu au moins une énorme tolérance des autorités d'abord. Après, il y a quand même eu pas mal de fêtes qui ont été arrêtées. Il y a eu la police, ça existe toujours. Il y a quand même évidemment énormément de drogue qui tourne. Et je suis en doute sur la politique des autorités vis-à-vis de la drogue. J'ai quand même l'impression qu'ils laissent passer parce que ça fait partie de la plus grosse industrie de la ville et que c'est pas possible autrement. Parce qu'il n'y a jamais vraiment de descente pendant les nuits au club et tout ça, ça n'existe pas. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu ambigu là-dessus. Souvenir de 1992, mais artiste non allemand. Il s'agit de JD, qui était plutôt néerlandais, avec ce tube Plastic Dreams sur lequel forcément on dansait sur les dance floors de Berlin, justement au début des années 90. On continue à discuter de cette thématique avec Guillaume Ollendorf. Il est notre invité toute la semaine. Si un aspect très intéressant dans les échanges de ce livre, c'est l'aspect 2-3 fois sur quand même la technique, les instruments, les boîtes à rythme de Roland, les générateurs de basse. Comment est-ce qu'ils ont fait évoluer le son des Berlinois ? Ils l'ont fait très à l'allemande. Ils ont un peu durci le son. Ils ont un peu raccourci tout ce qui dépassait.
vraiment le cliché, c'est de dire que ils ont inventé la techno minimale, ce qui est plus ou moins vrai, mais elle vient de Détroit finalement, mais ils l'ont encore minimalisé, je dirais. Ils en ont presque fait un genre générique de musique minimale. C'était un compliment à une époque. Je crois pas que ça le soit vraiment maintenant, mais c'est quand même un peu une invention berlinoise, allemande aussi, hein, plus généralement. Une manière vraiment de faire rien qui dépasse, quoi, d'aller directement au principal. Je crois que Ricardo Villalobos, des DJ comme ça, qui sont des grands-pères maintenant, sont vraiment à l'origine de tout ça. Après, il y a une deuxième vague quand même. Moi, quand je suis arrivé à Berlin début 2007, il y avait toute une vague. En fait, j'attendais un peu. J'étais vraiment heureux d'entendre ça, une sorte de réutilisation des sons industriels des années 80, mais super durcis, beaucoup plus énergique avec les nouvelles machines et accolé à la techno. Et c'est un peu le Berghain qui a popularisé tout ça. Et ça, c'est quand même un son. C'est plutôt l'essence du son berlinois, c'est ça. C'est cette espèce d'énormité industrielle avec gros rythme techno derrière. J'avoue que personnellement, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose parce que là, ça fait 12 ans que ça dure et ça ne montre que peu de signes d'essoufflement. Mais je vais moins au club, donc j'ai probablement raté des choses aussi. Un petit peu de l'ambiance du Berghain, comme si vous y étiez, mais gratos, sans avoir besoin de dépenser dans un vol et dans un hôtel pour aller dans la capitale allemande. À l'instant, c'était Phase Fatale, donc DJ américain basé à Berlin. Il se produira notamment justement au Berghain le 25 mai prochain. C'est vous dire s'il est proche de cette scène-là. Mais si vous voulez le voir demain soir, il faudra aller jusqu'au Vietnam. Voilà, parce il est au Astrakhan, au Savage, au Vietnam, ou bien samedi à Hong Kong. Voilà, si vous voulez vraiment vous faire un truc hyper polluant, avec un bilan carbone excessif, vous pouvez vous faire ça. Sinon, vous écoutez Couleur 3 et la suite de cette interview demain matin à 9h30.